à l'OFDT de participer à ce premier sommet de la cigarette électronique de la vape. Donc je suis Aurélie Hermier, je travaille à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Je suis spécialisée sur les questions tabac et cigarettes. Et donc je vais vous présenter quelques données d'usage qui ont sur des études qui ont déjà été faites en France. Donc qui sont issus principalement de l'OFDT et de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui va devenir Santé publique France. Donc je vais commencer par un état des lieux chez les adolescents, avec la question qui s'est très vite posée, en fait, c'est le risque d'initiation au tabac. Voilà, c'était la première, en gros, la question qui s'est imposée en premier. Et puis on va voir chez les adultes, avec là un autre phénomène, étant donné qu'on est déjà à 1/3 de fumeurs dans la population. Donc c'est pas tellement l'initiation, mais plutôt est-ce que chez cette population adulte déjà beaucoup fumeuse, est-ce que la cigarette électronique peut être un moyen de réduire le tabagisme. Donc d'abord chez les adolescents, donc on a 2 enquêtes principalement qui sont faites à l'OFDT. Donc HBSC qui est une enquête européenne et puis Escapade qui est une enquête française qui est passée auprès de tous les jeunes de 17 ans une semaine donnée lors de la journée défense et citoyenneté qui a remplacé la JAPD. Donc voilà, c'est la journée où les jeunes ont une journée où on a les grands concepts de citoyenneté, voilà, on est obligé de passer pour passer ensuite à un certain nombre d'examens ou de permis de conduire. Alors, l'utilisation de la cigarette électronique donc au collège. Donc là, c'est l'enquête HBSC 2014. C'était la première enquête qui, voilà, le phénomène étant en gros 2012 en France. Donc HBSC 2014 a été la première édition où on posait la question de la cigarette électronique chez les collégiens. Donc on a posé la question aux élèves de 4e et de 3e. Donc on voit donc là on a les garçons, les filles, on va regarder l'ensemble. Donc on a en violet foncé et en vert ceux qui ont déjà utilisé la cigarette électronique. Donc on est à peu près à 4 élèves sur 10 en 4e et en 3e. Donc ce qui est quand même pas négligeable avant d'avoir atteint la majorité. Mais on a seulement 2% qui l'utilisent tous les jours. Donc ça reste encore très marginal. Enfin en 2014 c'était encore très marginal sur un usage quotidien. Donc l'expérimentation progresse un petit peu entre la 4e et la 3e, mais c'est aussi le cas du tabagisme. Et puis les filles un peu moins, expérimentent un peu moins la e-cigarette que les garçons. Donc on l'a vu, donc il y a 4 élèves sur 10, et ce seront principalement des jeunes qui ont déjà fumé du tabac. Donc on a en gros 75% des jeunes qui ont essayé la cigarette électronique qui sont aussi expérimentateurs de tabac. Donc on est quand même sur des usages qui sont très intriqués à l'adolescence comme à l'âge adulte d'ailleurs. Néanmoins, on a quand même un quart de ces jeunes qui a essayé la cigarette électronique sans être passé par le tabac auparavant ou plus ou moins en même temps. Ce qui laisse entendre quand même qu'il y a des motivations qui sont probablement un peu différentes par rapport aux adultes, puisque voilà, chez les adultes, on va le voir ensuite, on a quand même une proportion de fumeurs ou d'ex-fumeurs beaucoup plus élevée que 3/4. Donc l'âge d'expérimentation, donc chez ceux qui ont utilisé les 2 types de produits, cigarettes et tabac. Donc on a en gros un différentiel d'1 an entre l'âge d'entrée dans le tabac et puis l'âge d'entrée dans la cigarette électronique. Donc la cigarette classique, c'est un peu avant 13 ans.
Et l'e-cigarette, c'est à 13,7 ans. Alors c'est vrai que ces âges-là, c'est aussi, voilà, on était aussi à un moment un peu charnière, donc il faudra voir comment ça évolue, puisque c'est vrai que voilà, on était dans un phénomène qui était encore, c'était début 2014, donc on était encore dans un phénomène qui était en ébullition, enfin qui se développait, et il faudra de toute façon avoir la prochaine enquête pour voir comment ces choses évoluent. Et on n'avait que 8% des jeunes qui avaient commencé l'e-cigarette avant d'essayer le tabac, chez ceux qui ont utilisé les deux. Donc pour l'instant, en tout cas, cette enquête-là auprès des collégiens indique qu'on n'a pas d'entrée massive. Voilà, on n'assiste pas à une entrée massive des jeunes dans le tabagisme par le biais de l'e-cigarette. Hein. On reste quand même sur des usages qui sont concomitants. Et donc, élément de preuve en parallèle, c'est que la proportion de fumeurs à cet âge n'a pas augmenté, elle est même légèrement en baisse. Donc voilà, en tout cas, enfin, ça ne prouve pas que voilà, qu'on puisse attribuer, tout comme voilà, une augmentation ne prouverait pas que ce soit l'e-cigarette qui en soit responsable. Mais bon, voilà, en tout cas, on n'a pas d'explosion, on n'a pas d'augmentation du tabagisme chez les jeunes. Donc de ce côté-là, en tout cas chez les plus jeunes, les collégiens, on n'a pas d'éléments qui, voilà, a priori, ça n'engage pas vers le tabagisme. Donc ensuite, l'enquête escapade auprès des jeunes de 17 ans, donc juste avant la majorité. Donc là encore, on a encore un palier supplémentaire, c'est-à-dire que par rapport aux 40% d'expérimentateurs en troisième, là on a encore un peu plus, donc un peu plus de la moitié qui l'a utilisé à l'âge de 17 ans. Néanmoins, il n'y en a que 1 sur 5, il n'y a qu'un jeune sur 5 qui l'a utilisé dans le mois précédent l'enquête. Et puis seulement 2,5% qui l'utilisent tous les jours. Donc là encore, on est sur des consommations qui sont quand même marginales, qui ne représentent pas un phénomène, une vague d'usage de cigarettes électroniques chez les jeunes. Alors là, on a la différence garçon-fille, donc on voit quand même que et de plus en plus, au fur et à mesure que le niveau d'usage s'intensifie, l'écart entre le sexe ratio entre les garçons et les filles a tendance à s'intensifier, et donc les garçons sont beaucoup plus utilisateurs que les filles, comme pour la majorité hormis les médicaments, pour tous les produits psychoactifs à cet âge. Donc sur le lien, là encore sur une population un peu plus âgée, mais sur le lien entre le tabac et l'e-cigarette, donc on voit que là encore l'association entre les deux types de tabac, entre l'expérimentation de tabac et l'expérimentation de e-cigarette est très forte. Et quand on passe chez les vapoteurs quotidiens, on voit qu'il y a seulement 1,5% qui n'a jamais fumé de tabac. Donc là encore, on est sur des usages très liés et très peu d'usagers qui n'ont pas par ailleurs expérimenté le tabac. Alors ensuite, on est sur un usage, voilà, sur en termes d'intensité du tabagisme. Les fumeurs intensifs, donc c'est plus de 10 cigarettes par jour. Donc on a un tiers des vapoteurs qui sont des fumeurs intensifs, donc voilà, des jeunes qui déjà à 17 ans sont déjà dans un niveau de dépendance à la cigarette important, et donc voilà, on a quand même une certaine proportion de jeunes qui vapotent quotidiennement, donc peut-être que déjà dès cet âge on commence à être quand même dans une vision de panacher les deux usages. Néanmoins, contrairement aux adultes, on a plutôt un phénomène de complément, en fait, de faire le complément du tabac en utilisant la cigarette électronique, alors que chez les adultes, on a plutôt voilà, un usage de substitution de l'un par l'autre. Néanmoins, voilà, ces premiers chiffres ne mettent pas en évidence non plus d'effet un pont entre le tabac et la cigarette électronique. Donc ces deux enquêtes, c'était les premières qui posaient la question de la cigarette électronique chez les jeunes. Elles datent toutes les deux de 2014, donc on est en 2016, donc il va falloir attendre les prochaines enquêtes pour avoir une connaissance un peu plus approfondie de ce qui se passe.
sachant que pour celle-là, ce sera en 2017 et pour celle d'avant en 2018. Donc voilà, je pense qu'en 2019, on aura une vision voilà, un peu plus étayée de ce qui se passe chez les jeunes Français. Ensuite, chez les adultes, donc là, alors l'enquête étincelle et puis le baromètre santé 2014. Donc, face au phénomène qu'on savait exister, mais qu'on n'avait pas encore quantifié, l'OFDT a décidé de lancer, alors un peu dans l'urgence, mais de façon réfléchie quand même, la première enquête qui interrogeait les Français sur l'expérimentation et les usages qui ont été faits de la cigarette électronique. Donc, c'était fin 2013 en novembre. Donc c'était la première enquête de prévalence qui visait à connaître un peu, à cerner un peu le phénomène. Donc on avait 2000 personnes interrogées donc fin novembre uniquement sur les téléphones fixes, donc ce qui réduit probablement la proportion de fumeurs et de personnes un peu souvent quand on n'a que des téléphones fixes, ce sont des personnes un peu plus peut-être un peu moins précaires. Donc voilà, on n'a peut-être pas beaucoup de fumeurs précaires et donc peut-être de personnes qui auraient fait un peu bouger les prévalences. Mais donc cette enquête a permis quand même d'avoir un premier point avec à peu près une personne sur 5 qui l'avait déjà utilisé fin 2013, 6% d'usagers récents, donc c'est-à-dire dans le mois, et 3% d'usagers quotidiens. Donc au premier semestre 2014, donc voilà, en gros 6 mois après l'enquête étincelle, il y a eu le baromètre santé 2014 de l'INPES. Donc là, on a quand même 15 000 personnes interrogées via téléphone et mobile. Donc on a vraiment une population représentative totalement de la population française. Donc là, on avait un peu plus d'expérimentateurs, à peu près une personne sur 4 qui l'avait déjà essayé début 2014. Toujours 6% d'usagers actuels et 3% d'usagers quotidiens. Donc on voit sur le graphique que c'était principalement une expérimentation qui se faisait chez les jeunes et qui avait tendance à être de moins en moins répandue au fur et à mesure qu'on avançait en âge. Donc là, ce sont chez les hommes. Donc on voit qu'il y a une forte expérimentation aux âges jeunes chez les hommes. C'est aussi le cas chez les femmes. Juste après, voilà. On a à peu près la même. On a des proportions qui sont un peu moindres chez les femmes, mais on a la même courbe décroissante d'expérimentation. Et donc, on voit que le gap entre l'expérimentation et l'usage actuel est de plus en plus important, chez les âges jeunes que chez les personnes d'âge plus avancé. Donc, voilà, par exemple, on a 18% des jeunes de 15-24 ans, des hommes de 15-24 ans, qui sont passés à un usage actuel de la e-cigarette contre 28% chez les plus de 65 ans. Donc voilà, je pense que c'est lié à un effet de mode chez les jeunes et probablement à une volonté plus marquée chez les personnes plus âgées qui ont un passé tabagique aussi plus important de se saisir de cet objet pour tenter de se sevrer ou du moins de réduire sa consommation. Donc voilà, c'est la même chose chez les femmes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on observe aussi bien en population adolescente qu'en population adulte que le statut tabagique des vapoteurs est principalement, donc les 3/4 sont des fumeurs réguliers, donc c'est-à-dire quotidiens. On a quelques fumeurs occasionnels et puis des ex-fumeurs et seulement 2% des vapoteurs n'ont jamais fumé de tabac. Donc c'est quand même là aussi très lié entre les deux produits. Et donc presque 6 fumeurs quotidiens sur 10 ont expérimenté la cigarette électronique et ils sont que 6% des personnes qui n'ont jamais fumé. Donc là encore, on n'a pas d'effet d'entraînement vers le tabac chez les adultes par le biais de la cigarette électronique. Donc chez ceux qui vapotent, les motivations sont principalement de réduire, voire d'arrêter de fumer du tabac.
On a principalement des motivations quand même qui sont de l'ordre de la santé et de réduire les risques pour la santé du fumeur. Et puis pour les ex-fumeurs, d'aider à ne pas recommencer. Même les personnes qui sont déjà dans un processus de sevrage ou qui ont réussi un sevrage, mais qui se disent que ça peut être une aide supplémentaire pour ne pas recommencer. Donc chez ceux qui ont été interrogés et qui sont vapoteurs ou non vapoteurs, mais qui sont fumeurs, on a interrogé sur les perspectives d'arrêt, sur l'envie d'arrêter à plus ou moins long terme. Donc la question est posée de telle sorte que, que les personnes sont invitées à se prononcer sur le timing dans lequel ils projettent un arrêt. Donc en orange, on a dans le mois à venir, et puis en violet, on a ceux qui n'ont pas envie, ne projettent pas du tout d'arrêt. Donc chez ceux qui vapotent et qui sont vapofumeurs, donc qui ont les deux usages en même temps, mais qui sont dans un usage de cigarette électronique régulier, qui sont plus nombreux à vouloir arrêter de fumer et plus nombreux aussi à vouloir le faire dans un laps de temps qui est plus réduit, donc dans les 6 mois à venir après l'enquête. Donc une aide à l'arrêt et au maintien, clairement, elle est perçue comme ça par les vapofumeurs, par les personnes qui utilisent la cigarette électronique et la cigarette. Et chez les personnes, alors, on a essayé de quantifier la réduction de consommation quotidienne de ces personnes. Donc on était chez des personnes qui sont quand même qui étaient des gros fumeurs à l'origine, plus de 20 cigarettes par jour, et on a une réduction moyenne de 9 cigarettes par jour, ce qui est quand même pas négligeable. On est presque à la moitié moins, même si on sait que ça réduit peut-être pas les risques pour la santé d'autant, mais voilà, c'est déjà une réduction importante chez ces gros fumeurs à l'origine. Et puis on estime qu'un peu moins de 1% de la population, alors c'était début 2014, un peu moins de 1% de la population, environ 400 000 personnes, avaient réussi à un sevrage en déclarant que c'était la cigarette électronique qui leur avait permis de se sevrer du tabac. Donc là encore, pour revenir sur la porte d'entrée, on n'a clairement pas une porte d'entrée chez les adultes. Néanmoins, si on s'intéresse aux plus jeunes, qui sont les 15-17 ans dans l'enquête du baromètre, on a quand même une proportion plus importante que chez les autres, que chez les personnes plus âgées, de personnes qui ont essayé les cigarettes sans avoir déjà essayé le tabac. Donc on est quand même sur quelque chose à surveiller. Pour rappel, toutes ces enquêtes datent de début 2014. Il n'y a pas eu d'enquête refaite en 2015. On devrait bientôt avoir des résultats de 2016 et 2017, donc ce qui permettra de refaire le point sur un phénomène qui reste encore peu étudié en France en termes de prévalence. On n'a pas encore beaucoup de chiffres par rapport à nos amis anglais. Donc voilà. Donc, je vais passer rapidement sur la perspective européenne. Donc, c'est juste pour remettre un peu au niveau européen. La France est quand même le pays où on a le plus d'expérimentateurs et le plus d'usagers actuels, à égalité avec le Royaume-Uni. Donc, voilà, en France, le phénomène est quand même assez répandu. Et beaucoup indiquent vouloir utiliser la cigarette électronique comme un moyen de sevrage et pas pour fumer où c'est interdit ou une question de commodité d'usage. Alors on a pour l'instant au niveau européen, c'est pas uniquement les Français là, donc au niveau européen on a quand même pour l'instant quelques preuves de personnes qui ont réussi à arrêter ou à réduire en tout cas leur consommation. Donc là c'est des chiffres de 2015, donc un peu plus récents. Et puis au niveau de la dangerosité perçue, donc là on a encore une preuve que l'objet des débats sur l'innocuité, l'efficacité produit des positions de plus en plus tranchées entre début 2012 et puis fin 2014. On a 2 fois plus de personnes qui perçoivent la cigarette électronique comme dangereuse pour ses usagers.
Alors qu'à l'inverse, on a beaucoup moins d'avis de personnes qui disent je ne sais pas si c'est plus dangereux ou moins dangereux. Donc on voit que voilà, on a des avis plus tranchés au fur et à mesure de la connaissance. Alors plus tranchés dans le sens, voilà, malheureusement, les gens ont tendance quand même à être de plus en plus convaincus que c'est potentiellement dangereux pour les personnes qui l'utilisent, même si, par ailleurs, on sait que ce sont beaucoup des fumeurs et qu'il faut mettre en balance les deux usages. Qu'on ne doit pas prendre l'usage de cigarettes électroniques uniquement comme en soi, mais toujours en comparaison du tabac. Voilà. Bon, très bon timing finalement. Bonjour, merci. Charlie Perrault, je suis le vice-président de la FIVAP. Je voulais savoir, cette étude date de début 2014. Nous sommes à la veille d'une réglementation française. Pourquoi un tel silence depuis début 2014 vis-à-vis des institutions pour savoir ce que devient la VAP, sachant, et tout le monde le sait, que c'est une innovation de rupture qui s'est présentée de manière assez virulente, assez instantanée. Pourquoi une telle latence dans l'observation du comportement et des vapoteurs et donc de la vape en France, sachant qu'on doit dans quelques mois transcrire une directive européenne, dans quelques jours, pardon, une directive européenne qui va avoir un fort impact sur les vapoteurs eux-mêmes. Bon, alors c'est compliqué de répondre à cette question-là, puisque alors moi, au FDT, je me sens qu'à moitié responsable puisqu'on est sur les enquêtes, on est principalement sur les enquêtes jeunes et l'INPES s'occupe des enquêtes en population adulte. Donc il faut savoir que ces enquêtes coûtent cher, avant elles étaient répétées tous les 5 ans, donc là on a déjà gagné un petit peu de temps puisque le but c'est quand même de les reproduire d'avoir une bonne enquête tous les 2 ans pour avoir un suivi plus fin du tabagisme et de la cigarette électronique. Donc nous, nos enquêtes chez les jeunes se font tous les 3 ans. Donc on tombe dans c'est un peu un vide. C'est le calendrier qui fait qu'on est un peu sur une inconnue un peu sur les années 2015-2016. Mais on va essayer d'améliorer la périodicité. L'INPES a pour but de faire tous les ans une mesure. Je crois malheureusement qu'il y a un gros problème en France à ce niveau-là, comparé à l'Angleterre qui fait des mesures mensuelles. Oui, bonjour, Patrick Favrel, administrateur de CEF et consultant en réduction des risques. J'ai été vraiment étonné, alors merci pour votre intervention, mais j'ai été étonné de votre conclusion. La conclusion, elle dit quoi? Elle dit qu'il y aurait une grande majorité de fumeurs qui seraient conscients des dangers de la e-cigarette et que cela viendrait d'une meilleure information ou d'une information plus approfondie. On n'a pas du tout le même degré de lecture. Et je ne vois pas comment une étude comme la vôtre pourrait arriver à ce type de conclusion. Alors ma lecture est un tantinet différente. Elle porte sur quoi? Elle porte sur l'intox en fait médiatique qui se fait tous les jours au niveau des buzz que l'on trouve sur tous les mauvais exemples de la e-cigarette. Il n'y a pas un canard, il n'y a pas une télé qui ne sont pas à la recherche des contre-éléments contre la vape, et je suis désolé, mais aujourd'hui, on a déclaré internationalement la guerre contre la vape et contre la e-cigarette. Il faut le savoir, et je ne vois pas comment des éléments objectifs de ce type pourraient aller dans ce sens. Le deuxième point fondamental, c'est ce qu'on appelle la rétention d'informations et le silence. Et j'en veux beaucoup aux autorités de santé pour ne pas avoir finalement pris position de façon formelle, à ce point qu'aujourd'hui, au niveau du grand public, les gens ne savent plus du tout où ils en sont. Alors, je veux juste dire que les éléments que j'ai présentés à la fin ne sont pas nos enquêtes. C'est une enquête européenne, l'Eurobaromètre, qui est spécialisée sur les questions tabac. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. C'est pas une meilleure connaissance. C'est en effet la multiplication des études, des enquêtes de différentes qualités, parce qu'il y en a qui sont médiocres et qui sont en effet relayées de façon
plus ou moins orientée. Et enfin, à titre personnel, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a plus d'informations négatives qui sont relayées dans les médias que d'informations positives. Et hormis les personnes qui s'interrogent vraiment sur leur usage, donc les vapoteurs, je pense, qui s'intéressent vraiment aux éléments, je pense que le grand public est majoritairement dans ce qui est relayé par les médias. Et si les médias sont contre, enfin voilà, je pense qu'en effet, il y a un problème d'information du grand public par rapport aux vapoteurs qui, je pense, s'informent de façon plus globale que dans les médias. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François Hetter qu'il faut good science, c'est-à-dire il faut une science exacte, et c'est pour ça que je me permets de revenir à 400 arrêts en France. En 2014, j'ai eu vos chiffres. En fait, c'est un échantillon de 139 personnes. Sur les 139, 125 ont dit que ça m'a aidé à arrêter et 14 ont dit que non. Donc c'est un échantillon petit. Donc il faut aller à la source pour tout. Et d'extrapoler d'ici à 400, sans mentionner dans l'article, c'est un peu au-delà. Donc il faut rester aux chiffres d'une façon générale, être extrêmement concret. Et c'est la seule façon de désémotionnaliser ce débat. Donc il faut retourner aux chiffres et regarder les choses d'une façon prospective et pas année par année les prévalences et les fréquences. Donc je voulais vous montrer l'exemple. Donc les 400 arrêts viennent d'un échantillon, 400 000 viennent d'un échantillon par téléphone de 139 personnes. Alors moi je peux rajouter une chose, c'est que Madame Lermenier a parlé aussi de l'eurobaromètre. Nous avons réanalysé avec Constantinos Farsalinos les données de l'eurobaromètre qui portent sur un échantillon français, puisque ça a été fait dans tous les pays européens, de 3000 personnes environ, et qui, d'après les proportions mesurées là, parlerait fin 2014, non pas de 400 000, mais d'1 million de fumeurs qui auraient arrêté de fumer en France. Et là, c'est basé sur 3000... Comment ? L'eurobaromètre sur 3000 personnes en France. Oui. Mais alors, sur le baromètre français, on est quand même à 15 000 personnes au départ. Donc, sur ça, vous avez, je ne sais plus combien j'ai dit, mais 6% je ne sais pas combien ça fait, 6% de 15 000, mais bon, c'est déjà pas énorme. Donc, quand on voit les vapoteurs, déjà, sur 15 000 personnes au départ, on a plus grand monde. Et après, sur ceux qui ont arrêté et de se prononcer sur... voilà, c'est compliqué il faudrait, enfin, je suis d'accord avec vous, il faudrait avoir une vraie cohorte, suivre des vraies personnes. Le problème, c'est qu'il faut du financement pour ça. Et voilà. Et en tout cas, c'est pas à l'OFDT de porter quelque chose comme ça. On n'a pas les reins assez solides pour ça. Mais en effet, il faudrait avoir une vraie cohorte pour suivre vraiment, puisqu'on est en effet sur des enquêtes transversales qui permettent pas de suivre exactement ce qui se passe dans le parcours des personnes. Ça, on est d'accord. Je vous remercie. On va